En introduction à cette session sur les défis de la recherche de provenance, je voudrais évoquer une coopération franco-allemande assez méconnue. Elle s'est mise en place à la suite de la chute du mur de Berlin, donc il y a 30 ans cette semaine. À partir de 1992, un groupe de travail franco-allemand s'est constitué, chargé de traiter les contentieux nés de la guerre en matière de biens culturels. Ce groupe se réunissait 1 à 2 fois par an jusqu'en 1997. Les discussions se concentraient sur les collections publiques, notamment les objets militaires. On remontait très loin dans l'histoire des vols franco-allemands, jusqu'aux guerres de Louis XIV, pour récupérer armes, drapeaux, canons, dans les deux camps. Ce groupe portait une dimension diplomatique et militaire très marquée, mais c'est toutefois dans ce cadre qu'a été soulevée la question du retour en France de 28 peintures impressionnistes qui avaient été découvertes en RDA 20 ans plus tôt. À la question de savoir à qui appartenaient ces peintures, il avait été répondu par les experts des musées qu'elles n'appartenaient pas aux collections publiques. À la question de savoir s'il était opportun de les exposer, les mêmes experts des musées avaient répondu que leur qualité n'était pas suffisamment muséale pour être présentée. Après quelques négociations, les 28 tableaux furent rapatriés en France, exposés à Paris, et un certain nombre d'entre eux restitués à leurs propriétaires légitimes, après une cérémonie dans laquelle Helmut Kohl et François Mitterrand avaient présidé. Donc un certain nombre, les 6 dont a parlé David tout à l'heure, c'est la barre de 1994 de restitution des MNR, où il y a 6 œuvres qui sont restituées à leurs propriétaires légitimes qui les avaient reconnues, les autres peintures étant inventoriées MNR. L'idée d'une démarche d'enquête sur la provenance de ces œuvres n'était pas même encore envisagée. Une démarche proactive de restitution, n'en parlons pas. Quel chemin a été parcouru dans le domaine de la recherche de provenance depuis ces temps préhistoriques ? Ce qui était autrefois étranger aux grands conservateurs de musées, ce qu'ils voyaient avec circonspection, est aujourd'hui une expertise en passe de se constituer en discipline universitaire. À cet égard, il est plus qu'évident que l'Allemagne a plusieurs longueurs d'avance sur les autres pays européens, et en particulier sur la France. Pour évoquer rapidement les défis actuels de la recherche de provenance, j'articulerai mon propos en 3 parties. La question de l'accès aux sources et leur exploitation, la mise en réseau des acteurs, la mise en réseau des chercheurs et des commissions, le partage des connaissances et la diffusion des résultats de recherche. Alors je voudrais tout d'abord prêcher un petit peu pour ma chapelle et rappeler l'importance décisive des sources et plus exactement de l'accès aux sources dans la recherche des indices de propriété des œuvres. À l'été 2017, l'exhumation d'une source connue mais plus guère utilisée, l'inventaire fait par 2 conservateurs autrichiens, Baldas et Ernst, durant l'été 1940, lors des premières spoliations nazies, a permis de réinterroger cette archive, cet inventaire que vous avez sous les yeux, l'inventaire Baldas-Ernst, et de conclure des enquêtes qui avaient été débutées quelques années auparavant, mais qui n'avaient pas abouti. Conséquence directe de ces enquêtes, un tableau du XVIe siècle du peintre Matthias Gerung, le MNR 940, a été restitué à ses ayants droit au printemps dernier. Et 2 grands formats du peintre Joseph Vernet, les MNR 609 et 610, seront restitués prochainement à leurs propriétaires légitimes. Certaines archives conservées à la Courneuve relatives au marchand Gurlitt mériteraient d'être davantage exploitées. Elles pourraient l'être à l'occasion de l'exposition Gurlitt qui se tiendra à Paris dans 2 ans. Les enquêtes sont parfois freinées, les enquêtes de provenance sont parfois freinées, non par le fait que les sources n'existent pas, mais qu'elles ne sont pas accessibles. À ce titre, des archives de particuliers sont une source réellement décisive. Un dessin de Tiepolo, le REC 121, un MNR, a été restitué en avril 2017 grâce à une annotation de propriété dans le carnet d'un collectionneur. La crucifixion de Patinier, le MNR 386, que vous avez à l'écran, a été restituée après que la famille a apporté la photographie du salon où était accroché le tableau. Un tableau du peintre allemand Moritz Oppenheim a été restitué à ses descendants français par l'intermédiaire de Sotheby's New York, après que la propriété de la famille ait été prouvée, encore une fois, par des archives familiales. Toujours une photographie du salon où était accroché le tableau. Dans une enquête dont a parlé Inès, qui touchait un portrait de femme du peintre Thomas Couture, on a pu résoudre l'énigme grâce à un petit feuillet de papier sur lequel était annotée une particularité du tableau, signalée par sa propriétaire, un minuscule trou dans la toile. À quoi tient donc la recherche ? Combien fragiles sont ces sources, pourtant si décisives, qui vont permettre de résoudre les énigmes de provenance ? En ce qui concerne l'amélioration de l'accès aux sources, plusieurs initiatives sont à rappeler. Le programme German Cells a permis de numériser et d'interroger l'importante collection de catalogues de vente de la bibliothèque d'Heidelberg. Une initiative plus modeste, du même type, existe aussi en France avec la numérisation des catalogues de vente de l'INHA. Aux archives diplomatiques, où l'on conserve les archives de la récupération artistique, c'est-à-dire les archives des services français chargés de rapatrier et de restituer les œuvres spoliées par les nazis,
Nous avons numérisé l'intégralité de la série Album photographique, qui comprend 20 000 images, dont vous avez certaines à l'écran. Les fiches de biens spoliés, qui avaient été utilisées pour publier le répertoire des biens spoliés, ont été numérisées pour les peintures et les dessins. Les fiches objets d'art sont en cours de numérisation. Les fiches peintures et dessins ont fait l'objet d'une ossérisation, c'est-à-dire d'une reconnaissance optique de caractère. Les images sont indexées, toutes les données de la notice peuvent être interrogées. Un export Excel de cette ossérisation sera bientôt disponible sur le site web des archives diplomatiques, permettant de rendre le signalement de 20 000 biens spoliés. Enfin, pour terminer avec la question de l'accessibilité des sources, je voudrais mentionner le projet que nous sommes en train de monter et qui n'attend plus que le financement d'un mécène. Il s'agit de la partie la plus précieuse des archives de la récupération artistique, les dossiers de réclamation, qu'on pourrait appeler les CLEMS. On compte 2443 dossiers. Ces dossiers contiennent notamment les listes d'objets spoliés envoyés par les victimes, les décharges de restitution quand l'objet a été restitué au propriétaire. Le projet consiste à numériser intégralement ces 2400 dossiers de réclamation et à leur faire subir un traitement OCR avec contrôle humain qui permettrait d'obtenir une indexation des noms propres, noms de collectionneurs, noms de marchands, noms d'artistes. Pour un volume de 90 000 pages, le projet tourne autour de 50 000 €, ce qui est finalement assez faible. Pour travailler sur ces sources, pour les exploiter, on a besoin d'un certain nombre de chercheurs. Ces chercheurs s'organisent pour travailler efficacement en groupe de travail ou en association. Les années récentes viennent de voir l'éclosion de nombreux lieux d'échange et de discussion. L'Arbeitskreis Provenienzforschung regroupe près de 320 chercheurs de provenance, sans doute davantage de chercheurs de provenance que dans tous les autres pays occidentaux cumulés. Des réunions très régulières permettent d'échanger autour des problématiques de provenance. Un groupe français du Arbeitskreis est animé par Elisabeth Furwängler. À côté du Arbeitskreis, je citerai également, à une échelle plus petite, les rencontres provenance de l'Association des directeurs de musées d'art américains, initiée par Nancy Yeadie, dont la prochaine session de travail se tiendra la semaine prochaine à Washington avec une délégation d'experts français. Je citerai également l'association TIAMSA, International Art Market Studies Association, et le programme PREP, qui s'est tenu entre 2017 et 2019 et rassemblé des chercheurs américains et des chercheurs allemands autour des questions de provenance. Côté français, on peut citer le groupe de travail MNR, qui a été créé en 2013 sur l'initiative de la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, et qui rassemblait conservateurs de musées, archivistes et membres de la CIVS. Ce groupe a permis d'accélérer le rythme de restitution MNR. Un groupe similaire s'est constitué au ministère de la Culture et au ministère de l'Éducation nationale en 2018 pour les livres spoliés, à la suite des travaux de Martine Poulain. Cette logique de réseau, de coopération et de partage de connaissances à l'échelle des experts vient de faire son entrée à l'échelle institutionnelle. Lors de la réunion des 5 commissions européennes, le 12 septembre 2017, la commission britannique, le Spoliation Advisory Panel, avait pointé la nécessité d'aboutir à des engagements concrets. 24 recommandations avaient été formulées. L'une des idées phares qui avait émergé dès 2012 était de bâtir un vrai réseau des commissions. L'appel a été entendu par la CIVS qui a proposé aux commissions de créer ce réseau et d'en prendre le secrétariat à l'occasion de ses 20 ans d'existence. Ce réseau est né officiellement le 1er janvier 2019. Il a adopté le terme anglais de Network of European Restitution Committees on Nazi-Looted Art. Il rassemble les 5 commissions, allemandes, autrichiennes, britanniques, néerlandaises et françaises. La commission autrichienne assurera le secrétariat du groupe en 2020. C'est donc un réseau qui se veut transnational et dont le but est de créer une possibilité de partager les informations et d'échanger sur des procédures qui peuvent être parfois très différentes d'une commission à l'autre. Chaque commission ayant un périmètre d'action et des règles juridiques qui lui sont propres, mais un but commun. Ce qui a été pris par la force doit être restitué ou indemnisé. Le network a décidé de publier une newsletter régulière. La première est parue en mars 2019. Les 4 suivantes, qui ont été publiées jusqu'ici, se présentent sur le même modèle. Un éditorial par le chef d'une des commissions, une rubrique actualité où chaque commission fait part des dernières restitutions,
une rubrique tout à fait passionnante sur un cas d'étude, c'est-à-dire une enquête résolue ayant abouti à une restitution. Et enfin, une rubrique sur le fonctionnement de chacune des commissions. Parmi les cas d'études de provenance, le tableau de Constable conservé au musée de la Chaux-de-Fonds, qui a été restitué à ses propriétaires légitimes récemment, la restitution d'un dessin du peintre autrichien Pettenkofen, que vous avez à l'écran. Je recommande vivement la lecture de ces newsletters. On trouvera des informations à la fois précises pour les professionnels et abordables pour le grand public. Chaque cas de restitution est l'occasion d'apporter des informations qu'on ignore, en tout cas que j'ignorais, sur l'histoire des spoliations et des restitutions propres à chaque pays, sur ce que chaque pays a fait des œuvres en déshérence au sortir de la guerre, sur leur stockage, les services publics ou les institutions chargées de conserver les œuvres, le passage en collection privée ou le sort de ces œuvres dans les musées. En complément de ces newsletters, le réseau vient de publier un guide dont vous venez d'avoir les premiers exemplaires. Ce guide reprend le descriptif de fonctionnement des commissions publié dans les newsletters et il est accompagné de 2 essais de Matthias Wehler et de Charlotte Woodhead, qu'on vient d'entendre, autour de l'application des principes de Washington, de solutions justes et équitables. S'il est utile de disposer d'un guide sur le fonctionnement des 5 commissions, une nouvelle tâche pour le network pourrait être de publier les cas de restitution abordés dans les newsletters. Le Constable de la Chaux-de-Fonds, le dessin de Pettenkofen, le trésor des Guelfs, les porcelaines de Meissen, dont il est question, en les enrichissant d'autres exemples aussi bien choisis. On aurait là, traduit dans chacune des langues nationales, un excellent manuel de recherche de provenance. Ce manuel de cas d'enquête pourrait peut-être faire l'objet d'une publication online. J'en viens à aborder ma dernière partie, la question du partage des connaissances et de la diffusion des résultats d'enquête. Il n'est pas nécessairement aisé de rendre compte des enquêtes de provenance. Elles ne se prêtent pas toujours à un exercice de rédaction académique. C'est pourtant bien un des défis majeurs de la recherche de provenance que de diffuser le savoir en dehors du cercle restreint des experts qui ont travaillé sur un cas donné. Rendre compte des recherches de provenance, ce n'est pas tout à fait faire de l'histoire ni faire du droit. C'est un exercice spécifique. C'est une chose de publier un ouvrage historique académique sur telle institution ou sur tel rouage nazi, ou bien un article juridique. C'en est une autre de rendre compte d'une démarche d'investigation ayant abouti à la restitution d'une œuvre. En ce qui concerne la diffusion des données de la recherche historique ou de la recherche de provenance, l'Allemagne est, là encore, très en avance, si l'on se fie à l'abondance et à la variété des publications ou des expositions qui viennent de voir le jour dernièrement. En matière de base de données, il faut citer la base Lost Art et la base du Collecting Point du Munich, dont la pertinence n'a d'équivalent hors de l'Allemagne que la Jeu de paume database créée par Mark Mazurowski. Lost Art mentionne les œuvres assurément spoliées ou disparues. Mais la base Lost Art est la partie visible de recherche de provenance qui reste invisible, beaucoup plus considérable, sur une quantité d'œuvres qui ne sont pas spoliées et pour lesquelles les résultats d'enquête ne sont pas publiés. L'abondance de la production allemande en matière d'histoire du marché de l'art sous la période nazie, d'histoire des spoliations et des restitutions est réellement impressionnante. Travaux du Central Institute de Munich, du DZK et de nombreux chercheurs. Et certains sont à l'écran et j'oublie encore de nombreux ouvrages et articles. À cela, il faudrait ajouter les expositions qui se sont tenues récemment à Bonn et à Berlin sur Gurlitt, au musée Berggruen sur la provenance, sur le banquier Hugo Simon, l'exposition mythique d'art allemand de Londres de 1938 qui s'est tenue à la Villa Liebermann l'an dernier, les expositions qui se sont tenues collectivement dans les musées de Dresde et j'en oublie encore beaucoup. À son avance en matière de publication, l'Allemagne redouble cette avance en matière de représentation universitaire. 8 chaires universitaires sur la recherche de provenance ont été créées ces dernières années, à Berlin, à Bonn, à Hambourg, à Lunebourg, à Munich, à Würzburg. En face de cette reconnaissance académique de la recherche de provenance, le déficit de représentation dans l'université française est frappant. On peut citer quelques initiatives, comme le séminaire de Vincent Lefebvre à l'École du Louvre, le séminaire de formation des conservateurs du patrimoine à l'Institut national du patrimoine. Toutefois, aucun enseignant-chercheur ne travaille sur la provenance, et l'on constate peu, voire très peu d'étudiants en thèse, en dehors de quelques cas isolés. Peu d'enseignements, peu de travaux académiques. Il est à noter que si la recherche de provenance n'est pas représentée dans l'université française, elle est également absente des instances de représentation des conservateurs du patrimoine.
La question semble être totalement absente des préoccupations des associations professionnelles, Association des conservateurs des collections publiques de France ou Comité français d'histoire de l'art, qu'il serait urgent de sensibiliser à la question de la recherche de provenance. Dans ce paysage français moins éclatant que le paysage allemand, je voudrais toutefois souligner quelques réussites anciennes et nouvelles et des outils qui s'avèrent indispensables à la recherche de provenance. Les recherches conduites par le groupe d'experts autour de la mission Matteoli sont souvent à l'origine de des restitutions qui interviennent actuellement. Le catalogue des peintures MNR a été publié en 2004. Une base de données avait été créée dès le milieu des années 90. La base MNR Rosevalent est l'héritière de ces travaux. Et la précision des codes d'archives mentionnés dans cette base est encore indispensable pour qui travaille sur les MNR. L'étape suivante serait de parvenir au modèle des musées américains dont les sites web diffusent aisément les informations de provenance des œuvres grâce à la barre de recherche Search the Collection, ce que ne fait guère que le musée d'Orsay en France. Mais ceci imposerait que les collections de musées français soient entièrement numérisées et mises en ligne. Autre réussite toute récente, le programme franco-allemand RAMA, conduit par l'INHA et la Technische Universität de Berlin, est animé énergiquement par ses chefs de projet. Il vise à constituer un répertoire des acteurs du marché de l'art en France sous l'occupation, qui sera publié en ligne sur la base de l'INHA Agora. Ce répertoire des acteurs s'appuie sur un important dépouillement des archives conservées aux Archives nationales, Archives de Paris, Archives diplomatiques, entre autres. Enfin, toujours dans le domaine de la diffusion des travaux, je rappelle l'existence du séminaire Patrimoine spolié pendant la période du nazisme, tenu à l'INHA et à l'Institut national du patrimoine, par Inès Rothermund, et dont les captations sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'INHA et où sont intervenus récemment Raphaël Cardozo, Tessa Rosebrock, Nicolas Doll et Christelle Force. Je viens de survoler rapidement quelques problématiques actuelles de la recherche de provenance, mais il y aurait bien d'autres choses à dire. Encore beaucoup d'autres sujets, notamment en ce qui concerne les freins à l'exploitation des données. Le manque d'interopérabilité des bases de données, la question de l'homogénéisation du vocabulaire de description, l'existence de répertoires d'autorité. À côté de ces obstacles techniques ou scientifiques, des obstacles juridiques peuvent se poser concernant la protection et la restriction de la diffusion des données privées en ligne. Mais je vais me taire et laisser la parole à mes successeurs.